Voilà, pour moi, la filature s'arrête là. Je vais passer à mon collègue, il va nous faire le tissage. Hein? Préparation, tissage et tissage. Et après, je ne sais pas si monsieur va arriver à faire les indiennes, je pense. Je vous passe à mon collègue. Voilà, merci monsieur. De rien. Merci beaucoup. Allez. Bonjour monsieur, dame. Alors moi je vais vous présenter la préparation tissage et le tissage. Donc, on va commencer la machine, on va commencer par cette machine qui s'appelle la canetière, et cette canetière, elle va servir à faire des canettes. D'accord? Cette canette ensuite va venir s'introduire dans ce qu'on appelle une navette. Cette navette porte très bien son nom car elle va faire la navette entre le point gauche et le point droit du métier à tisser. Pour déposer un fil, ce fil, c'est le fil de trame. Alors le fil de trame se trouve toujours dans l'arche du métier et en long du métier on trouvera le fil de chaîne. On ira voir tout à l'heure. D'accord? Alors je vais vous montrer maintenant comment on va faire une bonne canette. Alors déjà il va nous falloir du bon fil. On va passer ça dans un tendeur. Ce tendeur lui va nous donner une tension et cette tension va se répercuter sur l'enroulement. Moyennant quoi la canette elle va être enroulée durement. Si j'enlève le tendeur, bah, tout simplement le fil va s'enrouler mollement et voilà ce qui peut se passer. On dit que la canette c'est boule, tout simplement. Tout le fil vient d'un coup. S'il y a trop de tension et que le fil casse, ici nous avons le casse-fil. Tout simplement si ça casse, ça va en arrière et ça arrête la broche. Ici nous avons un guide-fil qui va placer le fil en quinconce sur la canette, comme ceci. En même temps, il va passer devant ce galetateur pour contrôler le fil que je viens de mettre sur la canette, pour enrouler le fil uniformément. D'accord? Une fois que la canette est terminée, elle s'évacuera, elle tombera dans le petit toboggan et dans le bac par la suite. Ici, vous avez un bras qui viendra prendre la place de l'autre canette, qui déposera la nouvelle canette et qui s'en ira. Pendant ce temps-là, le barillet tournera pour délivrer une nouvelle canette. Pendant ce temps-là, la canette est en train de se refaire. D'accord? On aura recommencé ainsi. Allez, on regarde comment ça fonctionne. Alors, le barillet qui est ici était rempli par des enfants qui avaient en général entre 14 et 16 ans. Leur rôle était d'aller chercher les tubes vides sur les métiers à tisser, de venir les mettre dans le barillet. Bien évidemment, on ne repart pas les mains vides, donc on prend les pleines pour aller les mettre sur le métier à tisser. D'accord? Et il ne faut jamais qu'une ouvrière manque de canettes. D'accord? Pour un fil moyen, un peu comme celui-ci, car tout dépend de la grosseur du fil avec lequel que vous allez travailler, mais on va enrouler grosso modo 800 mètres de fil sur une canette. Voilà. Il nous faudra à peu près 2 minutes et demie pour la remplir et autant pour la vider. Voilà, voilà. Donc maintenant on va attendre un petit peu que le changement se provoque. Donc ça va se produire dans quelques instants. Si on met une machine à coudre, on peut découdre des canettes, hein? Il y a une machine à coudre. Bien sûr. Hein? Bien sûr, c'est exactement. C'est le même principe. C'est exactement. Bon, c'est autre chose. Oui, mais voilà. mais le principe est le même. On l'a fait, le principe est le Voilà. même. Allez, changement. Moi j'aimais bien ça. Ça marche. Évacuation de la nouvelle canette, de l'ancienne. Mise en place de l'ancienne. Là. Donc ici on a une canette, une canetière qui date de 1969 et les autres derrière datent de 1945. Mais disons que le principe reste toujours le même, c'est les pièces à l'intérieur qui changent, tout simplement. Voilà, voilà. Merci. Maintenant on va aller voir ce que je vais devoir utiliser. La longueur que je vais devoir mettre sur l'ensouple. Grosseur. Si j'ai des fils des couleurs, la couleur, le nombre, leur emplacement. Et un petit schéma qui va bien avec pour me montrer à quoi ressemblera le tissu à la fin.
Alors, ici, je vais mettre, par exemple, 1000 bobines derrière. Alors aujourd'hui, on me demande de faire une chaîne de 4000 fils. Il faut savoir qu'une chaîne peut faire minimum 500 fils jusqu'à 7000 fils. D'accord? Donc du coup, je vais placer 1000 bobines derrière. Chaque fil, je vais les faire passer entre des petites coupelles pour leur donner une tension. Un rail blanc pour les guider. Un espèce de trombone qui n'en est pas un, mais un casse-fil. Si un fil casse, vous avez une petite ampoule sur le côté qui s'allume. Moyennant quoi, ça vous permet de retrouver la rangée où le fil est cassé. Parce que vous imaginez-vous, 1000 fils blancs, un seul qui casse, il faut avoir des œils de lynx pour le voir. Ensuite, on arrive ici avec le peigne répartiteur qui va permettre de régler, de répartir le fil au centimètre. Il est réglable grâce à la manivelle sur le côté. Et enfin, on va enrouler le fil sur une ensouple. D'accord? Et on va répéter cette étape 4 fois pour avoir 4 ensouples de 1000 fils. D'accord? Une fois que j'ai ces 4 ensouples de 1000 fils, ces 4 ensouples, je les envoie à l'atelier en collage. D'accord? Alors l'atelier en collage, on n'a pas l'atelier, mais on a quelques photos. Alors voilà, on va disposer les 4 ensouples comme ceci. Ces 4 ensouples, ensuite je vais prendre le fil, donc ça va me faire 4 nappes de fil, à venir tremper dans un bain de colle. D'accord? Alors, c'est pas de la colle à proprement dire, c'est pas de la super glue. De la fécule de pomme de terre. Voilà, c'est ça. On va utiliser de la fécule de pomme de terre. Donc, cette fécule de pomme de terre, elle est là tout simplement pour solidifier le fil. Parce que depuis tout à l'heure, je le fais frotter entre plein d'objets métalliques. Donc, il se trouve usé. Il en devient cassant et je ne peux plus le tisser. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on va l'encoller. Et d'ailleurs, quand on allait chez nos grands-parents, bien souvent, on leur disait « tes draps, ils grattent ». Bien, c'était à cause de cette fécule de pomme de terre. Après, ils bouillissaient les linges, la fécule s'en allait. Et les draps s'assouplissaient, s'adoucissaient. Donc le petit schéma de la machine, il est ici. Vous y retrouvez les 4 ensouples ici, cylindre plongeur, cylindre essoreur, gros tambour, petit tambour chauffé à la vapeur pour sécher cet encollage, cylindre tendeur pour garder les 4000 fils à la même tension, peigne répartiteur pour ne pas perdre l'ordre, bien sûr, ce serait bête quand même, et pour finir, l'ensouple final qui va accueillir les 4000 fils en même temps. C'est quoi exactement une ensouple? C'est ça. C'est ça, c'est tout le gros rouleau là. C'est une grosse bobine. C'est une énorme bobine. Voilà. Une fois que vous avez votre ensouple final avec vos 4000 fils, vous l'emmenez à l'atelier rentrage. Vous vous amusez à faire une petite cabane avec le fil. Vous mettez une personne à l'intérieur, une personne à l'extérieur et ces 2 personnes vont devoir se passer le fil dans 3 organes métalliques. Alors, premier organe métallique, c'est un organe de sécurité qui va permettre de détecter si le fil casse. Donc le fil va être passé dans le petit chat qui est ici. Si le fil casse, il n'y a plus rien pour soutenir la lamelle. Donc cette lamelle tombe. Elle tombera dans un organe pour pouvoir arrêter le métier, tout simplement. Alors ça, tous les métiers n'en sont pas équipés. Ça va se voir de plus en plus au fur et à mesure des années, mais au début, tous les métiers n'en étaient pas équipés. Ensuite, vous avez la lisse. La lisse, on va rentrer le fil dans le petit chat que vous voyez ici. D'accord? Cette lisse, elle est montée au préalable sur des cadres, comme ici. Pour pouvoir tisser 2 cadres au minimum. Et il va falloir rentrer le fil en un cadre sur 2. Fil numéro 1 dans le cadre numéro 1, fil numéro 2 dans le cadre numéro 2, fil numéro 3 dans le cadre numéro 1, fil numéro 4 dans le numéro 2, etc. etc. 2 cadres, c'est un minimum pour pouvoir tisser. Vous ne pouvez pas tisser en dessous de 2 cadres. Mais rien ne vous empêche d'en mettre beaucoup plus. Donc du coup, là, c'est l'ordre de rentrage qu'il va falloir faire attention. Comme je vous ai dit, 2 cadres, l'ordre de rentrage, c'est un fil sur 2. Mais quand vous en avez 16 ou 24 à la suite, l'ordre de rentrage, là, il va falloir y faire attention. Bon, 24 cadres, c'est assez rare. Sauf dans des sacrées manufactures où ils font beaucoup de tissus. Bien souvent, par exemple, on va retrouver 4 cadres ou 8 cadres. Et donc du coup, l'ordre de rentrage, là, va pouvoir changer ou varier. Donc bien souvent, l'ordre de rentrage qu'on va retrouver, c'est 1, 2, 3, 4. Ou après, c'est 1, 3, 2, 4. Voilà. Et ça, il faut le respecter, cet ordre de rentrage, du début jusqu'à la fin. Si vous vous trompez d'une seule lisse, c'est-à-dire, imaginez-vous, vous mettez 2 fils côte à côte qui se lèvent en même temps, eh bien, il n'y aura rien en dessous. Moyennant quoi, il y a un trou. Ça fabrique un défaut. Allez, aujourd'hui, je ne suis pas très sympa. Le défaut, vous mettez... Vous vous trompez.
et votre défaut il est ici. Pour pouvoir rattraper le défaut, tout simplement il faudra enlever tous ces fils, rattraper votre défaut et recommencer. D'accord? Donc bon là ça va parce que c'est une petite chaîne, mais quand vous avez 4000 fils et que vous êtes trompé en plein milieu, que vous avez 2000 fils à virer et à remettre, je peux vous jurer que vous l'avez là. Ouais. Alors là actuellement j'ai des collègues, on va passer devant tout à l'heure, qui sont en train de faire du rentrage. Donc tout à l'heure j'ai vérifié leur travail, il y avait déjà une erreur dedans. Les derniers organes métalliques qui se trouvent devant ici, c'est le peigne, où on va introduire un fil minimum jusqu'à 2 fils grand maximum. Vous pouvez voir un petit peu plus, mais pas, c'est assez rare. Beaucoup plus de fils dans un peigne. Alors le peigne, à quoi il va servir réellement? Il va servir à tasser le fil de trame. Alors ici on a un petit métier bois, où je vais vous montrer comment on tisse dessus. Alors ici on va retrouver le fil de trame, ici le fil de chaîne, les cadres et le peigne. À mes pieds, j'ai 2 pédales qui vont me servir à manipuler la montée et la descente des cadres. D'accord? Et là, vous avez des défauts. Oui, c'est parce que ça a été trop tiré. Ça a été trop tiré, mais comme c'est pas du tissu, c'est juste du tissu de démonstration, c'est pas très grave. Ouais, mais bon. Et puis comme ça vous montre ce que c'est aussi un défaut. Par exemple, ça aussi, vous voyez là, il y a des petits défauts. J'ai dit, oh là, quelque chose qui va Et vous regardez un peu plus bas, là, c'est encore pire. Ah bon, d'accord. Là, en fait, la chaîne a été très mal ourdie, elle est très molle. Moyennant quoi, quand on tire dessus, les fils ils ont tendance à se tasser à un endroit et ça fait des nœuds. Les fils ils se chevauchent parce qu'elle n'est pas tassée correctement, etc. Et du coup, on ne peut pas tisser correctement comme si on allait faire une bonne production. Donc c'est pour ça, le plus, pourquoi ça fonctionne mal. Allez, j'en reviens à mes moutons. Vous voyez là ce que ça fait? Ouais. C'est ça que je vous parle. Par exemple, là, pour rattraper ce défaut-là, il faudrait que j'enlève tous les fils là, que je rattrape le défaut et que je le remette. Allez, je vous montre comment on tisse. Donc, ici, je viens de fabriquer 2 nappes, une supérieure et une inférieure. Vous passez la navette entre les 2 nappes. Une fois que la navette est arrivée de l'autre côté, on échange les 2 nappes. Donc l'inférieure devient supérieure et la supérieure devient inférieure. Moyennant quoi, votre fil de trame se trouve entrelacé. Avec votre peigne, vous le poussez contre les autres. Et voilà. Et on recommence dans l'autre sens. Alors maintenant, imaginez-vous par exemple au XVIIIe siècle, faire ça 8 à 9 heures l'hiver et 11 à 12 heures l'été. Et bien sûr, pas à ma vitesse. Voilà. Alors des petits métiers comme celui-ci, toujours au XVIIIe siècle par exemple, on va les retrouver dans des petites maisons. Ça va être notamment plus la femme que l'homme qui va tisser dessus, tout simplement parce que ça va être dans la pièce et dès que la femme va trouver un petit moment à rien faire, même si c'est jamais le cas, bien sûr, elle va tisser. Toujours, il n'y a jamais perte de temps, paf, on va tisser, on va soit faire des vêtements pour ses enfants, ou des draps, ou même pour la revente. D'accord? Comme ça fait toujours un petit peu de blé en plus. Des métiers beaucoup plus gros comme celui qui est derrière, eh bien, ça va se trouver plus dans une pièce à part. Donc bien souvent la pièce à part c'était soit l'écurie, les tables, enfin où il y avait les animaux. Et c'était l'homme qui va tisser plus dessus, plus l'hiver que l'été, parce que l'été on est au champ, donc on produit à manger. Et l'hiver, il n'y a pas grand chose à cultiver, donc du coup on tisse pour pouvoir revendre le tissu. D'accord? Voilà. Alors il faut savoir quand même qu'on s'est tissé depuis 12 000 ans avant Jésus-Christ. Et que depuis 12 000 ans avant Jésus-Christ, eh bien, on n'utilisait pas des métiers comme celui-ci, mais plutôt des métiers comme il y a derrière là-bas. On va attacher un fil sur 2 pour pouvoir faire une nappe supérieure et inférieure. Et avec une tige en os ou en bois pour faire une aiguille. Et un peigne en os pour pouvoir tasser tout le fil. Tous les foyers en avaient une. Allez, on part sur un métier un peu plus intelligent ici. Comparé aux autres que je vous ai montrés. Alors ici nous sommes devant un métier jacquard. C'est un métier jacquard. Alors c'est Monsieur Jacquard qui a perfectionné ce métier. Alors je ne dis pas inventé, bien exprès, parce que tout simplement Monsieur Jacquard, eh bien il a rassemblé des idées. Tout simplement. En fait depuis 1725 on essayait de faire du motif sur tissu, mais disons que les machines marchaient très mal. À la rigueur, la seule chose qui marchait très bien, c'était les enfants à l'époque des canuts.
Voilà, c'était la seule méthode qu'on connaissait réellement pour pouvoir faire du dessin sur tissu. Monsieur Jacquard, en 1801, a révolutionné tout ça, car il a mécanisé. Tout simplement, il a fait un arbre carré qui se trouve derrière. Cet arbre carré, à chaque fois que je vais tirer sur cette tige, il va faire un quart de tour. D'accord? En fait, sur la face opposée, des aiguilles qui sortent de ces trous. D'accord? Donc, de l'autre côté, il y a les aiguilles qui sortent. Sur l'arbre carré, je vais venir y placer un carton perforé. Donc, à chaque fois que je vais tirer là-dessus, mon arbre carré va faire un quart de tour, donc me faire avancer mon carton. Il va présenter devant les aiguilles des trous. Ces trous, enfin les aiguilles vont devoir tomber dans les trous si elles le peuvent. Si elles le peuvent, ça veut dire qu'elles sont sélectionnées, que je peux les lever et que je peux les tisser. Au contraire, comme vous pouvez voir les marques ici, les aiguilles viennent contre le carton, moyennant quoi se font pousser légèrement en arrière, donc je ne peux pas les lever, donc je ne peux pas les tisser. Et vous allez faire ça pour chaque carton. Une fois que vous serez arrivé à la fin de votre carton, vous aurez votre motif. Là, c'est que la lettre A, et elle fait grand écart. Vous la voyez? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. D'accord? Donc là, vous la voyez ici. Ah ouais. Donc voilà. Donc c'est quand même une sacrée avancée. On peut dire que les choses qui s'apparentent, c'est l'ordre de barbarie, l'ordinateur. Ouais. On peut dire que Monsieur Jacquard a inventé aussi un ordinateur, hein, parce que c'est du système binaire. 0, c'est un trou, 1, il n'y a rien. Voilà, ou le contraire. Donc voilà. Après, on a vraiment grossi les métiers, et on est sorti sur des métiers comme ceci, derrière. Où là, vous pouvez lever plus de 1000 fils à la fois. Vous voyez? Avec un métier comme celui-ci, on peut faire des choses comme ça. Il n'a pas été feignant, il a fait aussi l'envers. Voilà. Et sur des métiers maintenant numériques, on peut faire aussi des choses comme ça. Mais on était aussi capable de le faire à l'époque. Ah oui. D'un côté, c'est d'une couleur, et de l'autre, c'est d'une autre couleur. Et puis là, on va mettre un métier par un métier. Oui. Quand vous en avez 480 qui tournent en même temps, c'est pas, pas le même tarif. Et la chaleur? Oui, bien sûr. Ouais, c'est tropical hein, en général dans les salles. 40. Nous montait à 40. Oui. J'ai travaillé à Grechet, il faisait 40 dans la tôle. Oui. Ma grand-mère a travaillé dans ces lieux-là aussi, elle me disait que l'été c'était insoutenable. Ah oui. C'était insoutenable. L'été, petite fibre qui vous colle au visage, ou sinon les machines qui disjonctent parce qu'il fait trop chaud. Donc on est obligé de revenir le samedi pour rattraper la journée. Ouais. Bah oui, à l'époque c'était quantité, qualité. Hein. On était payé, donc t'as fait tant de qualité, t'as fait tant de quantité, t'es payé tant. Voilà, c'était ça à l'époque. J'ai envie de dire, aujourd'hui on dit, à l'époque on faisait de la qualité, il y avait beaucoup de qualité à l'époque. Oui, il y avait beaucoup de qualité, mais pourquoi? Parce qu'ils étaient obligés de la faire la qualité. Oui. S'ils ne faisaient pas de qualité, ils étaient mal payés. D'accord? Alors aujourd'hui on est payé à l'heure, qu'on fasse du bon ou du mauvais travail, on est payé pareil. Donc c'est normal qu'on trouve aussi maintenant beaucoup de malfaçons. Exactement. Et de toute manière, c'était un autre monde, c'est une autre génération. Hein. Ouais. Allez, on parle un peu de ce métier. Alors, ce métier, c'est un métier mécanique qui date de 1914. C'est un métier rutile et il est composé de 4 navettes. Ces 4 navettes sont situées dans ce qu'on appelle une boîte à navettes. Et cette boîte à navettes, elle monte et descend comme un ascenseur. Pour sélectionner l'étage, eh bien, je retrouve encore un carton. Alors vous allez me regarder, mais c'est plutôt du bois. Pourquoi vous appelez ça un carton? Parce que tout simplement, c'est un terme. D'accord? Alors ici, je vous présente un carton picoté. On a des petits picots placés à des endroits bien précis qui vont me soulever la boîte à navettes d'une couleur à une autre. D'accord? C'est le bouton, premier étage, deuxième étage, troisième étage, par exemple. Et de l'autre côté, normalement, on met des petits picots aussi pour faire le mouvement des cadres. D'accord? Comme ça, on met un rentrage universel qui va être 1, 2, 3, 4. Et après, selon l'endroit des picots, on va pouvoir changer
le mouvement, donc le dessin, sur le tissu. Par exemple, imaginons, je vais pouvoir faire du chevron, ou après un tissage toile, ou autre chose. D'accord? Voilà. Alors, donc ça c'est des petits métiers qu'il faut constamment surveiller. C'est-à-dire que si le fil de trame casse, il faut le voir. Si le fil de chaîne casse, il faut le voir. Le métier ne s'arrête pas. Et donc du coup, l'ouvrière n'avait pas beaucoup de métiers à s'occuper à cause de ça. Et il fallait aussi qu'elle surveille le fil de trame, le niveau de fil. Au bout d'un moment, il s'épuise, il faut changer la canette. Et il faut laisser une petite dizaine de tours, vraiment une petite dizaine de tours, parce que si vous en laissiez trop, c'était un gâchis de fil, donc du coup le contremaître arrivait, il vous engueulait. Au contraire, vous laissez tout le fil défiler, c'était un défaut à coup sûr dans le tissu, le contremaître arrivait et vous rengueulait. De toute manière, c'était bien prévu pour ça, il était payé pour. Elle gérait combien de métiers à tisser? En général, pour des petits métiers comme ça, elle pouvait conduire 3 à 5 métiers, parce que c'est des vieux métiers qu'il faut vraiment surveiller. On va aller voir un autre métier beaucoup plus loin en route. Si vous êtes sensible des oreilles, je vais vous inviter à vous boucher les oreilles. Donc je vous préviendrai avant de le mettre en route, bien évidemment. Alors ici, nous sommes encore sur un métier RUTI qui date de 1954, si je ne m'abuse. C'est ça? Bonne mémoire encore, ça va. Alors, ce métier, eh bien, il est entièrement automatique, c'est-à-dire que si mon fil de trame ici casse, ici, j'ai une fourchette qui va me permettre de détecter ce fil. Donc si elle est soulevée, c'est que c'est bon, il n'y a pas de problème. Si elle reste en position initiale, elle va venir se crocher dans le petit crochet que vous voyez ici et arrêter le métier. D'accord? Donc ça s'appelle un casse-trame. Derrière, vous avez les petites lamelles que je vous parlais tout à l'heure. Elles sont derrière, elles sont bleues et violettes. Donc, encore une fois, si le fil casse, ça tombe et ça arrête le métier. Et ici, vous avez ce qu'on appelle un tâteur. Ce tâteur va rentrer dans la lumière que vous voyez ici. D'accord? Tâtez ce qui reste de fil sur la canette. S'il n'y a plus assez de fil sur la canette, l'autre côté, vous avez un barillet qui va échanger la canette dans la navette. D'accord? Tout ça se fera en fonctionnement. Le métier ne ralentira pas et ne s'arrêtera pas pour le changement. Il le fera à vitesse que vous verrez fonctionner le métier. Alors, normalement, il doit me rester assez de fil pour vous faire la démonstration avant que le changement se provoque, parce que j'évite de les faire, parce que si j'ai un petit malin derrière moi qui s'est amusé à me dérégler le métier, la navette, d'accord, oui, vous pouvez la retrouver un peu partout, oui. D'accord, donc on va éviter. Allez. Donc là, une ouvrière. N'hésitez pas de mettre un pouce si vous aimez sur mes vidéos. Ça me fera plaisir. Allez, au revoir.